Rapidement, quelques mots sur ActiveAction et puis, comme dit, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on propose ce genre de webinaire? Certains nous connaissent pour l'aspect accompagnement à la recherche d'emploi, mais notre mission va un tout petit peu plus loin puisqu'on souhaite transformer les parcours professionnels en une expérience constructive en travaillant avec les 4 acteurs du monde du travail, donc les personnes en recherche d'emploi. Et donc, on développe et on anime des communautés d'entraide entre personnes en recherche d'emploi dans une quarantaine de villes en France. Mais on travaille également avec les acteurs et les institutions publiques et les acteurs de l'accompagnement vers l'emploi pour co-construire ensemble les parcours d'accompagnement d'aujourd'hui et de demain sur les territoires, et aussi avec des entreprises visionnaires, j'ai envie de dire, et humanistes qui co-construisent avec nous le monde du travail, pareil, d'aujourd'hui, de demain, un monde du travail inclusif, durable, et plein d'autres adjectifs. Et c'est en ce sens qu'on propose des moments d'inspiration, comme on va le vivre ce soir, donc sous forme de webinaire, mais aussi des moments d'entraide. Donc, à la suite de ces webinaires ou de manière assez régulière, on propose des ateliers de co-développement, de co-apprentissage, où on revient chacun sur des problématiques qu'on peut rencontrer autour du management, du recrutement et plus largement des sujets liés on va dire, au monde du travail. Des moments de formation pour aller un peu plus loin et se former aux dynamiques collaboratives, à la posture du manager, par exemple, facilitateur, mais aussi à comment proposer un processus de recrutement inclusif. Et puis, pour aller encore plus loin, on propose aussi de vous accompagner dans votre transformation sur des parcours, des processus internes autour de ces sujets que je viens de nommer. Donc, aujourd'hui, en discutant avec Isabelle dans un premier temps, puis Mathilde et Grégoire, on a décidé de vous partager nos questionnements, nos réflexions autour du confort et de l'inconfort au travail. Notre volonté ce soir, ce n'est pas tant de vous apporter des réponses précises sur ce sujet qui est de toute façon vaste, mais c'est de favoriser un questionnement autour de cette thématique. Donc, on va vous demander tout au long de ce webinaire, que ce soit maintenant, mais aussi tout à l'heure, de partager les questions que ça fait émerger chez vous, vos questionnements dans le chat, dans l'espace discussion. On n'apportera pas forcément de réponse à vos questions aujourd'hui pendant le webinaire, mais le but, c'est vraiment d'ouvrir cette réflexion collective et de vous donner lieu, ça donnera lieu après à une restitution dans le compte-rendu pour vous amener à continuer à réfléchir à ces sujets-là. Sans plus attendre, je vous présente nos 2 intervenants principaux du jour. Donc, France Go, qui est directeur général de LBMG WorkLab et réalisateur du documentaire Natura Naturans. Je ne sais pas si je le prononce bien, tu me corriges. Et qui a participé, France a participé à la mise en place de nombreux programmes d'innovation dans l'organisation du travail, dans notamment des grands groupes, mais pas que. Et il viendra nous parler de son expérience, de sa vision de l'inconfort dans la sphère personnelle et surtout professionnelle. Et il sera accompagné Isabelle Batteste, qui est game designer chez Pelou Games. Tu pourras nous en dire aussi un peu plus. C'est co-créatrice de la fresque de la diversité. Vous connaissez la fresque du climat. Il y a sa petite sœur ou sa grande sœur qui est la fresque de la diversité. Et Isabelle a développé plein d'expertises, mais notamment autour de l'innovation sociale, de l'ingénierie pédagogique, des dynamiques collectives. Et donc, elle viendra nous parler aussi de ses réflexions autour du lien entre inconfort et diversité, mais pas que. Je passe la parole à Grégoire sans plus tarder, qui nous présentera aussi qui est Libertalia et donc pourquoi on a co-construit ensemble ce webinaire et qui va nous introduire ce sujet de l'inconfort et du confort au travail. Merci Pauline. Oui, 2 mots sur Libertalia, du coup, c'est une entreprise qu'on a cofondée avec Mathilde il y a 2 ans. Et on se connaissait déjà depuis un moment parce qu'on a tous les deux été consultants, avec France d'ailleurs, pendant de nombreuses années. On accompagnait en fait des organisations dans la transformation de leur mode de travail et de leurs espaces aussi. Et il y a 2 ans, ce qu'on s'est dit, qui manquait un petit peu à notre pratique, c'était de s'intéresser en fait, à la question des imaginaires, qui, du coup, on s'en rendait compte, qui était souvent un point de blocage en fait, quand on essayait d'accompagner les transformations. Et notamment, pourquoi c'est important de prendre la place des imaginaires, parce que c'est par ce prisme qu'on peut interroger la place du lien qu'on a au vivant, dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise. Donc voilà ce qu'on fait. Et peut-être que ça vous donnera une idée un peu plus concrète de quoi on parle quand on parle d'imaginaire. Du coup, ce que j'ai préparé en introduction d'aujourd'hui, c'est justement une petite introduction sur la question du confort. Donc je vais vous partager mon écran, vous allez me dire si ça marche.
Voilà. Voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes avec moi pour s'intéresser à l'ambivalence de la notion de confort et de le faire avec une approche un peu de curiosité radicale qu'on ne s'autorise pas souvent à adopter dans le monde du travail, qui est cette approche par l'imaginaire et par la philosophie. Et elle consiste en fait à identifier des symboles qui sont associés au confort et à écouter ce que notamment les philosophes peuvent nous en dire. Donc voilà, en bref, ce que je vous invite à faire, c'est à voyager quelques minutes avec moi en restant ouvert et curieux et prêt à être étonné, l'étonnement étant la posture philosophique par excellence. Voilà, le voyage commence ici. Quand j'ai commencé à préparer cette introduction, j'étais chez moi en télétravail, au chaud dans mon canapé, et voilà, je me disais, rien de mieux pour commencer à réfléchir à la question du confort. J'ouvre un dictionnaire et je découvre que le confort peut désigner soit une sensation de bien-être, soit un excès de tranquillité dans lequel on peut s'engluer et même s'éteindre à petit feu. Voilà, si je passe tout mon temps à télétravailler dans mon canapé, je risque de me couper du monde et mon corps va finir par s'atrophier. Et d'ailleurs, au moment où je commençais à préparer cette intro, je commençais déjà à avoir un petit peu mal au dos parce que ça faisait longtemps que j'étais dans mon canapé. Et donc voilà, à ce moment-là, ça me rappelle une injonction qui est souvent attribuée à Socrate, qui est rien de trop. Donc voilà, comme dans toute chose, la place du confort dans notre vie, faut qu'elle soit équilibrée. Et la question que ça m'a posée, du coup, c'était pourquoi on serait tenté d'abuser du confort? En quoi c'est un risque? Et du coup, je crois que la racine du mot confort nous donne un indice, parce qu'en latin, ça vient d'un verbe qui veut dire rendre plus fort. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma présentation. Voilà, donc là, on arrive au symbole. Le premier symbole du confort, pour moi, c'est la bulle. La bulle du chez-soi, on se réfugie pour se ressourcer, pour télétravailler. Au bureau, ça sera la bulle de confidentialité qui permet d'échapper au tumulte de l'open space. Sur les réseaux sociaux, c'est les bulles de filtre. Voilà. La forme de la bulle, sa spécificité, c'est qu'elle est parfaite. Elle est parfaitement sphérique, elle est parfaitement fermée, isolante, elle est parfaitement légère, elle est parfaitement rassurante. Elle permet de créer une frontière entre mon monde et le monde. Et la question, du coup, c'est de savoir comment certaines personnes en arrivent à s'enfermer dans leur bulle de confort. Est-ce que c'est la société qui nous pousse, comme le suggèrent certains philosophes, à nous enfermer dans ce besoin de légèreté? Est-ce que c'est le monde extérieur qui est vraiment angoissant? Et je pense qu'il y a une part d'angoisse, justement, si on regarde un autre type de bulle, qui est la bulle ultime, qui est la Terre, en fait. La Terre, on habite justement sa membrane, hein, on habite une fine pellicule qui s'appelle la biosphère, qui mesure un tout petit pourcentage du rayon de la Terre, qui est emporté par la Voie lactée à une vitesse phénoménale dans un espace complètement vide. Et on sait qu'elle est en train de subir des déséquilibres qui affectent déjà des millions de personnes. Donc pourquoi on craint de quitter nos bulles de confort? Ça peut aller de la simple inquiétude, pour faire écho à l'actualité, typiquement, comme mon employeur me demande de revenir au bureau en période d'épidémie, jusqu'à l'angoisse, pour le coup, presque existentielle, qui est vertigineuse et qui me paralyse, quoi. Donc, chaque personne va probablement réagir assez différemment à des épreuves différentes. Ça peut aller de la gêne à la douleur, ça peut aller du trouble à l'aliénation, ça peut aller de l'inquiétude à l'angoisse. Mais quoi qu'il en soit, face à l'incertitude, face à la complexité, face à l'ambivalence des mondes qu'on habite, y compris le monde du travail, et qui peut être super dur, je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à l'avoir expérimenté, ça. Qui pourrait nous en vouloir, voilà, de chercher à recréer des bulles de confort autour de nous? On a un besoin vital de sécurité, de stabilité, de certitude, de simplicité, de clarté, et c'est à ça que nous servent nos petites bulles. L'enjeu, c'est surtout de ne pas s'y enfermer. Et de bien prendre conscience que les bulles, ce n'est pas que des espaces où on est tout seul, c'est des espaces qu'on crée à plusieurs. Moi, j'ai un ami sociologue qui m'a dit un jour que les organisations du travail, c'est des mécanismes collectifs de réduction d'incertitude. Et je crois que c'est un peu ce que nous dit le philosophe Peter Sloterdijk quand il qualifie toutes les formes d'organisation humaine de structures de co-immunité. Typiquement, voilà, dans le monde du travail, dans les organisations, collaborer, coopérer, c'est tisser ensemble la membrane d'une cellule collective dans laquelle on est immunisé, on est protégé, parce qu'on contribue à son fonctionnement. Et c'est la membrane de cette bulle qu'on tisse ensemble dans le travail. Elle est poreuse, hein, elle n'est pas fermée comme une bulle de savon. Elle se recompose au fil des interactions, au fil des arrivées et des départs dans le collectif de travail. Deuxième grand symbole du confort, c'est le cocon. Et
voilà, pour trouver les symboles dont je vous parle, je ne suis pas allé chercher bien loin, je suis allé chercher dans des expressions qu'on utilise très communément. Et le cocon, comme pour la bulle, son risque, c'est qu'on s'y enferme. La question, pour moi en tout cas, c'est de savoir de quoi il est fait. Est-ce que c'est un cocon qui est tissé de relations humaines ou est-ce que c'est un cocon qui est tissé d'objets techniques? Et le cocon technologique, ou pour reprendre l'expression d'Alain Damasio, le techno-cocon dans lequel beaucoup d'entre nous tendent à s'enfermer, hein, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on passe de plus en plus de temps, de plus en plus d'heures à utiliser des ordinateurs, smartphones, smartwatches, smart TV, capteurs en tout genre. Au gré du développement du télétravail, on le fait de plus en plus. Et ben, on se retrouve entouré un petit peu d'une pellicule comme ça de circuits électroniques, d'ondes électromagnétiques, d'images numériques, un peu enserré par une espèce de, voilà, de cocon de matière qui n'est pas de la matière vivante, hein, qui est essentiellement métallique, donc qui est de la matière morte et froide, et qui tend à cannibaliser d'autres modes de relation plus organiques et plus vivants. Et justement, en parlant de vivant, on aurait pu commencer par parler des cocons biologiques, qui n'ont rien à voir avec les cocons techniques, et pour deux raisons. La première, c'est que dans le monde du vivant, le cocon, c'est juste une étape passagère dans le cours de la vie de l'insecte, alors que nous, Homo sapiens modernes, on passe notre vie entière enserrés dans des cocons techniques qui, à mon sens en tout cas, deviennent de plus en plus épais. Et la deuxième raison, c'est que dans une chrysalide, il se passe quelque chose d'assez particulier, qui n'est pas forcément très confortable, c'est que la chenille, elle se liquéfie, elle se digère elle-même de l'intérieur pour devenir papillon, dans un processus qui est ultra énergivore et probablement ultra douloureux. En tout cas, ce serait probablement, je pense, assez douloureux pour nous si on le vivait. Ceci étant dit, la métamorphose qui s'opère au sein du cocon, elle ouvre une piste assez intéressante pour penser le changement dans le monde du travail. Avec Mathilde et Franz aussi, on est bien placé pour savoir que le monde du management, le monde du conseil, tend souvent à penser le changement dans le monde du travail, dans les organisations, en deux étapes. Il y a une première étape qui est un changement dicté par l'extérieur, qui est le mode de changement sous forme de révolution. Donc c'est le monde autour de nous qui change et sur lequel on n'a pas forcément de prise. Donc typiquement, la révolution numérique, le déploiement hypermassif du télétravail, à mon sens, voilà, correspond à ce type de changement. C'est un changement qui nous est dicté de l'extérieur, on n'a pas le choix. Et la deuxième étape du changement, c'est un changement intérieur des individus qui sont appelés à se convertir à la révolution sur laquelle ils n'ont pas de prise, dans un acte volontaire de négation de leur ancienne identité. Par exemple, face à la révolution du travail hybride, euh, le manager reçoit plein d'injonctions à se convertir, mais à le faire de façon volontaire, à se convertir en une sorte de coach animateur bienveillant qui renie son ancienne identité de petit chef qui est juste là pour contrôler. Et pour le philosophe Emmanuel Ecochia, la chrysalide, elle ouvre une troisième voie entre la révolution et la conversion, qui est la métamorphose. Pour lui, le métamorphe, c'est une sorte d'être aux mille visages qui n'obéit qu'à sa propre vitalité. Ce n'est pas un acte volontaire qui fait que la métamorphose s'opère, ce n'est pas non plus une révolution qui est dictée de l'extérieur. Et le cocon, voilà, dans le monde vivant en tout cas, c'est juste une étape, mais une étape cruciale qui permet à l'être métamorphique de devenir une force active de transformation du monde. Et voilà. Donc le cocon est juste une étape passagère, une étape un peu de reconstruction avant de retourner dans le monde. Dernier type de cocon, qui résulte de mon choix complètement, c'est le feu de la cheminée, du bivouac, le feu de camp, le feu autour duquel on va se rassembler la nuit dans le froid pour danser, pour chanter, pour se raconter des histoires, le foyer aussi du chez-soi, enfin voilà. Donc voilà, c'est le feu auprès duquel on ne va pas tant chercher du confort que du réconfort. Et par exemple, pour quelqu'un comme moi qui télétravaille beaucoup, moi, ce qui va me rendre plus fort dans le travail, c'est les moments où je retrouve mes collègues, mes associés, autour d'un café, autour d'un repas, autour d'une conversation stimulante. Voilà, tous ces moments où je sens que se retisse quelque chose autour de moi qui me rend plus fort, qui m'encourage, qui me donne du courage, qui me réconforte. Et voilà, pour conclure, et après ça, je laisse la parole à mes collègues, justement, je me dis que c'est peut-être ça le rôle des cocons, c'est celui d'organiser ensemble le courage nécessaire à chacun pour continuer chaque jour, comme disait Simone de Beauvoir, à oser se jeter dans le monde. Et pas juste se jeter dans le monde une fois, mais arriver à continuer à le faire sans se décourager. Voilà pour moi.
Merci beaucoup Grégoire pour cette introduction sur l'inconfort. Alors c'est à la fois prise de hauteur, philo, et puis il y a aussi des exemples concrets, en tout cas des pistes pour le monde du travail. Peut-être que ça a inspiré Isabelle, France, en tout cas j'espère. Et puis vous tous. En tout cas, je vous propose qu'on entame tout de suite cette première partie du webinaire qui est justement dédiée à cette exploration de l'inconfort, du confort, des deux. Et puis de peut-être commencer par toi, Isabelle, si tu veux bien, si tu es d'accord, pour peut-être commencer à évoquer ce que toi, ça représente l'inconfort, ce que ça t'évoque comme notion, en partageant peut-être ton expérience avec la fresque de la diversité. Oui, merci Grégoire pour cette intro et Mathilde de me donner la parole. Oui, c'est vrai que c'est via la fresque de la diversité qu'on avait évoqué le sujet avec Pauline. Donc, il se trouve que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat, du coup, c'était un atelier à la base qui avait été créé pour lutter contre les climato-sceptiques et faire en sorte que les personnes qui participent à l'atelier puissent plus remettre en cause que les activités humaines, elles ont un impact sur le climat. Donc, lutter contre une espèce de méconnaissance, ignorance, voire de déni. Et du coup, c'est un atelier prise de conscience qui a hyper bien marché, qui s'appuie sur des cartes dont les participants s'emparent pour créer un processus de causalité. Donc, fort du succès de la fresque du climat, nous, on a créé à l'initiative de l'ESSEC la fresque de la diversité, avec, pareil, ce même objectif de prise de conscience, de un peu peut-être sortie du déni, en tout cas de sensibilisation sur les questions de discrimination et faire en sorte que les participants à la fresque de la diversité, ils puissent plus remettre en question, mais en tout cas conscientiser le fait que on peut tous, malgré nous, être discriminants. Et malgré nos bonnes intentions, malgré le fait qu'on se dise ouvertement et consciemment non sexiste, non raciste, non homophobe, mais que malgré tout, il y a un certain nombre de mécanismes cognitifs à l'œuvre qui font que le cerveau, pour traiter la masse d'informations, catégorise, crée des stéréotypes, donc un ensemble de croyances sur des groupes de personnes qui peuvent être vrais, faux, enfin en tout cas statistiquement parfois vrais, en tout cas souvent aussi faux, positifs, négatifs, neutres, mais qu'à partir de ces stéréotypes sur lesquels individuellement on n'a pas la main, on peut être amené à émettre des préjugés, donc qui sont là des comportements ou des opinions négatives à l'égard d'une ou un groupe de personnes. Et ça, malgré nous, pas forcément de manière intentionnelle. Et souvent, on a l'impression que les personnes qui sont excluantes, elles le sont de façon volontaire, qu'une personne raciste, elle est idéologiquement raciste. Or, dans la très grande majorité des cas, et les premières études qui remontent qui remontent là-dessus, qui ont décrit ce phénomène de discrimination non intentionnelle, remontent aux années 70, donc ça fait plus de 50 ans maintenant. Et malgré ça, on continue de penser que quand on est discriminant, on l'est de façon intentionnelle. Et là, c'est là où je peux introduire le sujet de l'inconfort parce que c'est très inconfortable pour une grande majorité de personnes de réaliser que malgré elles peuvent avoir des comportements discriminants. Ça ne veut pas dire qu'on est soi-même raciste, sexiste, homophobe ou grossophobe ou validiste, mais en tout cas, malgré nous, on peut avoir des opinions qui le sont, avoir des comportements qui le sont et qui, au regard de la loi, peuvent être punissables, au regard de ce qu'est une discrimination. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était effectivement compliqué de l'admettre parce qu'on a des mécanismes de défense où on a envie de ressembler à l'image qu'on projette de soi. Et du coup, qu'il y avait tout un enjeu sur ces questions de diversité et inclusion, à d'abord admettre cet inconfort chez nous, à finalement pas forcément correspondre à l'image qu'on voudrait avoir, d'une certaine bien-pensance qui serait cohérente avec les actions et les comportements qu'on a. Merci Isabelle, effectivement, je trouve que ça paraît effectivement assez inconfortable comme idée. En tout cas, ça ouvre bien le sujet. France, Greg l'évoquait tout à l'heure, toi, tu as été plutôt dans le conseil, en organisation. Quel lien tu ferais, toi, à ce stade, entre le confort, l'inconfort et les modalités du travail? Merci Mathilde pour la question et bonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Effectivement, j'ai été
Je le suis toujours un peu d'ailleurs, consultant en organisation, et plus particulièrement, j'ai œuvré en France pour développer une modalité de confort au travail qui s'appelle le télétravail. Alors évidemment, aujourd'hui, après la crise sanitaire, c'est plus forcément synonyme de confort pour tout le monde, mais c'était quand même l'intention. J'aimerais, sur base de cette expérience, un petit peu élargir et faire quelques généralités sur ce qu'il me semble important de dire sur le lien entre confort et travail. En fait, et donc je vais faire un grand pas en arrière, un peu comme l'a fait Grégoire. Je crois que dans notre monde moderne, le travail est inconfortable. Le travail est de base inconfortable. Et d'ailleurs, on l'oppose dans nos vies et dans notre langage à des situations plus confortables que vont être les loisirs, la situation du temps libre, la situation du temps en famille. Donc, il y a une charge, si vous voulez, inconfortable de base dans le travail. Et d'ailleurs, ça, c'est bien reconnu, j'ai envie de dire, dans, si vous me permettez l'expression, la théologie du monde moderne, c'est-à-dire que si on continue d'aller travailler, c'est parce qu'au bout de la route, il y a une promesse un petit peu d'émancipation, de se dire qu'on aura suffisamment travaillé pour automatiser un peu tout et se libérer de nos besoins et se libérer de la souffrance du travail. En tout cas, c'est l'idéal du progrès. Hein. C'est ça le progrès, c'est de se dire que demain, peut-être, on n'aura plus besoin de travailler. Bon, force est de constater que 2 siècles plus tard, après la révolution, au début de la révolution industrielle, on est toujours en train de travailler comme des acharnés. Donc, c'est pas sous cet angle-là, du coup, qu'il faut prendre le sujet. Je vais le prendre maintenant autrement, qui est la réalité historique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que le travail était inconfortable, qu'il n'aboutissait pas à une augmentation du confort. Et donc, prenant acte de cet inconfort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a discuté de l'inconfort. Discuter de l'inconfort, ça veut dire prendre acte des problèmes de confort que génère le travail et d'en discuter collectivement. C'est tout l'enjeu des syndicats, des luttes ouvrières, c'est tout l'enjeu ensuite des débats sur la réglementation, la législation, le temps de travail, le code du travail, c'est tout l'enjeu aujourd'hui des questions d'ergonomie, c'est tout l'enjeu des réglementations en matière de risques psychosociaux. Je ne vais pas faire la liste entière, mais en tout cas, l'idée a été d'en discuter de cet inconfort généré par le travail et d'y trouver des solutions. Et dans cette histoire, là je parle d'une histoire à l'échelle d'un siècle, vous voulez, la question de sortir de sa zone de confort est finalement toute récente. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un syndicat, la CGT n'a jamais milité pour sortir de sa zone de confort. Je n'ai jamais lu dans le Code du travail l'idée qu'il fallait sortir de sa zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, cette émergence un peu récente de l'idée de zone d'inconfort, moi, elle m'interroge. Elle m'interroge parce que je me demande... Donc l'idée, vous voyez, vous avez tous vu ces schémas où on se dit, on est dans une zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort pour arriver à atteindre une nouvelle zone de confort. Moi, je me demande si ce schéma n'est pas un mythe en quelque sorte, en tout cas c'est une question. Alors un mythe qui servirait ou bien, première option, à justifier l'inconfort, c'est-à-dire de se dire, bah oui, le travail est inconfortable, il est de plus en plus inconfortable, donc il faut l'accepter, et puis c'est comme ça. Donc première option, ou alors un mythe servant à justifier l'illusion d'un travail confortable, et au passage, la vente d'ersatz de confort. Donc c'est là-dedans que je situe notamment un certain nombre de philosophie du coaching, de se dire que je suis dans une situation inconfortable au travail et donc en étant coaché, je serai plus confortable. Moi, ça m'interroge parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la question du confort, plutôt que d'être une question collective et discutée par le droit, par la négociation, comme je l'ai exposé, cette question du confort deviendrait, et j'arrête là, une question de psychologie personnelle. En fait, ce serait moi le problème plutôt que l'organisation du travail qui serait le problème. Ok, donc si je comprends bien, tu commences vraiment à grossir un peu le tableau entre personnel, collectif. Peut-être avant d'aller peut-être un peu plus loin là-dessus. Isabelle, toi, est-ce que tu as des
une perception de l'inconfort au sein des collectifs que peut-être que tu as observé ou accompagné ou dans lesquels tu as œuvré. Et quel lien tu fais, toi, entre l'inconfort et ce qui se passe dans les collectifs? Peut-être l'injonction à notre capacité à faire collectif. Où, nous, on travaille où on crée de la coopération par le jeu, notamment, et on se rend bien compte qu'en fait, on n'a pas de réflexe coopératif, qu'on est dans une société qui est quand même culturellement, alors on va pas dire nature, culture, j'en sais rien si l'homme il est naturellement coopératif ou pas, mais en tout cas, culturellement, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on évolue dans des mondes qui sont ultra compétitifs, très concurrentiels, où en fait, la coopération n'est pas du tout naturelle. Et on se rend compte qu'il y a une injonction à travailler en équipe, travailler de façon en cohésion, à sortir des silos et à coopérer, à collaborer. Enfin, il y a énormément de mots pour décrire le fait qu'on devrait pouvoir très naturellement, et c'est ça le sens du travail, interagir de façon, saine, sereine, complémentaire, tous ensemble. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que oui, il y a une éducation à la coopération, une rééducation à faire, parce que c'est pas du tout... en tout cas, on a été, je ne sais pas si c'est dénaturé, mais en tout cas, il n'y a pas de réflexe coopératif et que dans les organisations, aujourd'hui, eh ben, on doit réapprendre à travailler ensemble, quoi. Et qu'il y a une espèce d'énorme inconfort, je pense, cette tension à faire collectif, à œuvrer collectivement, et en même temps, une impossibilité, une incapacité individuelle, au-delà de l'intention, à y arriver, quoi. Ok, donc effectivement, il y a une tension. Toi, tu parles d'injonction. France, tout à l'heure, tu parlais de mythe un petit peu. Est-ce que toi, tu as des pistes d'action pour peut-être éviter d'aller dans cette mythologie? Oui, effectivement, j'ai évoqué le risque de psychologiser et d'individualiser la question du confort, et ça fait un peu écho à la question de la coopération d'ailleurs. Moi, je pense que sans nier cette dimension individuelle et psychologique, en fait, il faut rester un petit peu dans le sillage de ce qui a été bâti dans nos démocraties sociales depuis un siècle. Et donc, je pense qu'il faut continuer de tenir pour responsable, comme le fait le Code du travail, tenir pour responsable l'entreprise en matière de confort. C'est-à-dire que l'entreprise a une responsabilité en matière d'hygiène, de sécurité, de risques psychosociaux, autant de dimensions physiques et psychologiques du confort. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, en tant que salarié, s'asseoir les bras croisés et dire bon, bah, c'est à l'entreprise de faire le job. Et d'ailleurs, ce qu'on voit depuis quelques décennies maintenant, c'est que il est tout à fait possible de responsabiliser les salariés sur la question du confort. Et moi, ce que je recommande, ce que j'ai essayé de recommander auprès de mes clients, c'est que plutôt que de le faire de façon individuelle, dans l'exemple un petit peu psycho-coaching que j'évoquais tout à l'heure, de plutôt, vous l'aurez compris, de le faire de façon collective. Alors pourquoi j'insiste sur cette dimension collective? C'est parce que le travail est par nature un processus collectif, à l'exception évidemment du sculpteur ou du peintre qui travaille sur une œuvre d'art dans son atelier, mais en entreprise, le travail est un processus collectif, et donc les causes du confort ou de l'inconfort sont dans ce processus collectif. Et donc, il est absolument nécessaire si vous voulez, d'appréhender cette question de confort-inconfort sous cet angle-là, et c'est d'ailleurs, si vous voulez, le sens de l'histoire, puisque depuis plusieurs décennies, 82, si on devait donner une date un peu clé, en fait, le droit du travail en France a évolué pour renforcer le pouvoir de la négociation collective, notamment sur les questions d'hygiène, sécurité, etc., renforcer le pouvoir des délégués du personnel, du comité social et économique. Alors après, c'est bien de responsabiliser, mais attention, c'est toujours un peu compliqué. On sait aussi que responsabiliser les salariés dans une entreprise peut être source d'inconfort. Ça peut être très inconfortable de se retrouver du jour au lendemain avec une responsabilité sur repenser l'organisation du travail. Mais modulo cette attention, je pense qu'il faut, l'appréhender cette question sous l'angle collectif, et deux, l'appréhender avec un entendement sur le fait que responsabiliser les gens, ça veut dire leur donner de l'autonomie. C'est une chose que de dire « je ressens un inconfort
pour telle et telle raison, c'en est une autre que de trouver des solutions et de les mettre en place. Et pour ce faire, le collectif doit disposer d'une forme de délégation de pouvoir, d'une capacité d'agir pour mettre en place les solutions qui vont augmenter le confort. Voilà les pistes d'action que j'aurais envie de donner. Ok, merci beaucoup France et Isabelle. Peut-être Pauline, je te passe la main pour proposer un petit temps intermédiaire. Oui, merci Mathilde et merci Isabelle et France pour ces premières réflexions. On voit que le sujet est vaste et fait émerger plein de questionnements. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, France, on vous propose de prendre un temps individuel de réflexion autour de ces questionnements-là. Et justement, comme tu l'as dit, France, là, c'est une réflexion individuelle qu'on vous propose, mais finalement, c'est aussi une réflexion à partager avec les gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous évoluez au sens large. Et justement, de déjà poser peut-être un peu son cadre par rapport à ces notions d'inconfort et confort pour pouvoir aussi le partager avec d'autres et collectivement définir peut-être un cadre de travail tous ensemble. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de partir pour 5 minutes de temps individuel de réflexion. Donc, je vais vous partager quelques questions dans le chat. Vous pouvez choisir les questions qui vous interpellent et voilà, réfléchir de votre côté à ce que font émerger ces questions-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager vos réflexions et vos questionnements dans le chat, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi très bien vous servir de ce moment-là pour une réflexion individuelle. Ce qu'on vous propose, c'est de penser à une situation que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez qui peut-être vous a créé de l'inconfort. Et de réfléchir à question 1, quels sont vos besoins pour vous sentir bien dans cette situation? Est-ce que, du coup, quels pourraient être vos besoins qui limitent ou en tout cas favorisent plutôt limite l'inconfort ou favorisent votre confort? Deuxième question autour des limites. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prête à sacrifier? Donc ça peut être en termes de valeur, en termes, en termes de temps de travail, j'en sais rien. Troisième question, autour des opportunités. En quoi cette situation qui est à la base inconfortable représente une opportunité pour vous ou pour le collectif? Et dernière question, sur les changements. Cette situation inconfortable, quel changement elle peut apporter dans votre quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel? Question bonus, c'est du coup, tout ça, par rapport à ces questionnements-là et puis par rapport à ce qu'Isabelle et France viennent de partager aussi, quels sont les questionnements que ça fait émerger chez vous? Je vous mets tout ça dans le chat parce que ça fait beaucoup. Voilà, je vous mets les différentes questions. On va se donner 5 minutes, donc il est 17h35 jusqu'à 17h40. On va mettre une petite musique de fond de concentration et n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questionnements qui apparaissent à travers ce moment individuel dans le chat. C'est parti.
5 minutes sont passées. J'espère que ce petit temps d'introspection individuelle vous a permis de faire émerger des réflexions. N'hésitez pas encore une fois à les partager, ça viendra aussi nourrir nos échanges avec Isabelle, Franz, Mathilde et Grégoire. Et comme dit, voilà, ces réflexions peuvent être à titre individuel et puis après le partager avec des collectifs pour rebondir sur ce que tu disais, Franz, pour co-construire ensemble le cadre de travail et échanger sur ces notions de confort et d'inconfort. Sans grande transition, je vais repasser la parole à Franz et Isabelle pour continuer à explorer cette notion de confort et d'inconfort, et notamment au travail. Et Franz, quand on préparait le webinaire, tu nous parlais du lien entre inconfort et sens, notamment dans ton parcours, dans ta quête de sens et l'expérience que tu as pu avoir aussi avec ton documentaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel est le lien pour toi entre inconfort et sens? Très inconfortable parce que je vais devoir parler de moi et non pas de mes théories sur le monde du travail, mais je veux bien me prêter au jeu. Et j'étais au courant, effectivement, à titre personnel, le confort vient, mon confort dans le travail vient du sens de mon travail. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai créé cette entreprise dont on a déjà parlé, qui avait un sens fort, puisque à l'époque, aujourd'hui les choses ont changé, mais à l'époque, le télétravail était une bizarrerie, ne serait-ce qu'au niveau juridique. Hein, le terme n'existait pas dans le Code du travail français. Et donc, pour moi, c'était vecteur d'un sens qui m'a permis de dépasser un certain nombre de modalités de travail inconfortables. Par exemple, manager, c'est pas mon truc. Par exemple, aller vendre des missions de conseil, c'est pas mon truc. Mais si vous voulez, tout ça, je l'ai fait et j'ai accepté cet inconfort parce que ça contribuait globalement à quelque chose qui était un sens confortable pour moi. Et dans l'histoire de cette entreprise, j'ai commencé à perdre cet équilibre quand la force du sens s'est dissipée. Elle s'est notamment dissipée parce qu'il n'y avait plus de lutte à mener pour le télétravail. Le télétravail s'est généralisé avec la pandémie et que dans cette situation de travail qui était la mienne, il ne restait qu'un confort matériel. J'entends par là d'avoir un poste en CDI, d'avoir un salaire. Alors évidemment, c'est une source de confort pour des milliers, des millions de personnes, mais moi, ça ne m'apportait pas le confort, j'ai envie de dire, éthique ou moral qui m'emmenait tous les matins sur le chemin du travail. Et du coup, j'ai décidé de progressivement quitter cette structure que j'avais pourtant créée pour me lancer dans une nouvelle aventure qui est un documentaire sur la question du siècle, qui est la question de la nature. Et cette démarche, on peut la juger comme une démarche franchement inconfortable, parce que le sujet est très difficile. La nature, ça veut dire quoi? C'est une question philosophique. J'ai dû ouvrir des bouquins de philosophie, chose que je n'avais jamais fait à la différence de Grégoire. Je suis parti dans la jungle pour filmer des communautés indigènes. J'ai dû acquérir des compétences techniques que je n'avais pas, donc plein d'aspects très inconfortables, mais qui à nouveau me semblaient tout à fait acceptables parce que j'avais un sens dans cette démarche de travail. Donc voilà un petit peu comment j'appréhende le sujet. Alors maintenant que j'ai fait mon documentaire, je me retrouve dans une situation où j'ai trouvé mon sens. Par contre, gagner sa vie avec un documentaire, c'est compliqué. Et donc, si vous voulez, la question du confort matériel me revient en pleine figure. Et j'en conclus, et je m'arrête là, qu'il peut parfois y avoir une tension entre d'un côté un confort moral, spirituel, j'entends par là, par exemple, le sens de mon travail, et puis par ailleurs, un confort matériel qui est d'avoir un salaire, d'avoir une stabilité, et qui là, parfois, peut exiger de tirer un trait sur certaines considérations morales. Merci Franz pour le partage de ton expérience sur le lien entre inconfort, confort et sens. On voit que voilà, il y a plusieurs questions, l'inconfort du sens, mais aussi, comme tu dis, matériel, moral, spirituel. Isabelle, toi, par rapport à cette notion de sens et d'inconfort, notamment dans le travail, est-ce que pour toi c'est plus un danger, une opportunité, et aussi comment toi tu le vis aussi dans ton parcours? Ton micro est coupé.
Je dis peut-être qu'il faudrait distinguer souffrance de confort. Enfin, peut-être que là, pour moi, la question de se retrouver en totale dissonance cognitive entre, de plus du tout, comment dire, être en accord entre ses propres valeurs et le sens de son activité. Pour moi, ça va au-delà de l'inconfort. Là, je pense qu'on peut être vraiment en souffrance et ça peut aller très, très loin, même dans l'aliénation, en fait, quoi. Donc, du coup, il y a peut-être un enjeu à requalifier, à distinguer qu'est-ce qui relève du confort, de l'inconfort et qu'est-ce qui relève de la vraie souffrance, voire aliénante, qui peut arriver quasiment au suicide. Hein. Enfin, il y a des gens qui se suicident de cette dissonance-là, qui est vraiment très grave, quoi. Et pour moi, revenir et refaire le lien quand même sur le sujet que j'avais mis sur la table, typiquement avec l'exemple concret de cette question de l'inclusion, de la diversité. En fait, quand on parle de l'inclusion, de contribuer à une entreprise, à une organisation, à une société inclusive, on en parle souvent pour les autres. En disant, ça serait bien de plus inclure les autres, que la société soit plus diverse, mais on parle rarement pour soi. Et du coup, on se rend compte que finalement, on se dit, ça serait bien que les autres fassent des efforts pour, pour gagner en assertivité, s'imposer, faire leur chemin, pouvoir dire effectivement eux ce qui les met en inconfort. Et puis effectivement, pour un exemple assez basique de voilà, les blagues sexistes, c'est fini, il faudrait qu'une femme elle puisse dire non mais c'est bon, ça me fait pas rire, et puis voilà. Sauf qu'en fait, on se rend compte que il y a aussi la capacité, et là, c'est là qu'est l'inconfort. Peut-être qu'il y a un enjeu à ce que les personnes puissent s'exprimer de façon alignée, simple, et dire les choses quand elles se sentent inconfortables, mais qu'aussi on puisse être en capacité de recevoir ça, quoi. Dans quelle mesure les gens qui ont exprimé leur inconfort se retrouvent pas elles-mêmes inconfortables et dans une plus ou moins grande facilité à accueillir l'inconfort de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Donc, en tout cas, ça se joue sur ces deux niveaux-là, de se dire, en fait, là, sur les questions d'inclusion et de diversité, c'est comment on travaille sur l'acceptation de son propre inconfort, à se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas simple d'aller sur l'accueil de la différence. Ça va nous bousculer, on va être remis en question. C'est génial que les gens qui souffrent de discrimination, elles puissent l'exprimer. Mais comme on n'a pas l'habitude, ce veut, qu'on va accompagner ces personnes à grandir en estime d'elles-mêmes, en expression d'elles-mêmes et tout ça. Et après, il faut accepter aussi que nous, en tout cas les gens qui n'ont pas l'habitude de l'être, vont être bousculés. Et du coup, comment on deal cet inconfort-là, quoi. Et qui, pour moi, relève de l'inconfort et non pas de la souffrance au travail et de ce rapport au sens, où là, pour moi, la question... ce qui tue aujourd'hui et ce qui tue littéralement, c'est ça. C'est l'énorme fossé entre le sens qu'on peut trouver au travail. Et Franck, tout à l'heure, tu l'évoquais au tout début de la présentation en disant oui, si on comprend ce pourquoi on fait, dans le collectif, comment on y contribue, oui, tout est possible. Et à partir du moment où on perd ce sens, et l'aliénation, elle vient de là, quoi. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle est dans un... Oui, on peut être confortable au travail et en souffrance. Voilà, c'est super. On a un salaire, on a un bureau, on a un poste, on a la pause café et en même temps, on est en profonde souffrance. Alors, et c'est peut-être ça qu'il faut, ce qu'il faut distinguer, quoi. On peut être confortable et en souffrance, ou inconfortable et heureux. Enfin, en tout cas, épanoui et aligné, quoi. Justement, tu parles d'inconfortable et heureux. Pour reboucler aussi avec toi, ton expérience personnelle, en tout cas, si tu souhaites le partager, tu nous disais que toi, tu avais accepté aussi l'inconfort dans ta manière de travailler parce que ça t'apportait justement peut-être une certaine satisfaction d'un côté. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, en fait, moi, je me suis rendu compte que accepter, ce que je vous partageais, c'est que j'ai très rarement dans ma vie fait 2 fois la même chose. Donc, c'est hyper inconfortable de jamais faire 2 fois la même chose de suite. Et en même temps, ce que j'en tirais, c'est que comme je ne devenais jamais experte du sujet, moi, ça me permettait aussi d'avoir des attentes sur moi-même ou de pouvoir partager, en tout cas, de limiter les attentes de l'autre aussi, en me disant, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, donc c'est normal que ça soit pas parfait. Et du coup, c'est une façon pour moi aussi
me générer ma zone de confort dans l'inconfort, quoi. De me dire, d'avoir des attentes qui sont moins peut-être plus faciles, plus faibles, et de me dire, bon, voilà, je rebondis d'une expérience inédite à une autre expérience inédite, et c'est inconfortable au quotidien, et en même temps, c'est moins risqué peut-être vis-à-vis de... Même si maintenant que je commence à développer une expertise sur certains sujets, je vois bien l'intérêt le confort de l'expertise et de la maîtrise d'un sujet. Mais ouais, c'est des avantages qui sont différents. Mais c'est vrai que moi, au quotidien, je suis plutôt dans une acceptation d'inconfort permanent qui fait que je suis moins dans le distinguo zone de confort, zone d'inconfort, donc zone d'apprentissage. Ou à partir du moment où je pars du principe que je suis constamment en intranquillité et en inconfort, et du coup, je suis plus en attente d'atteindre cette petite bulle où tout va bien, où tout est hyper serein, dans laquelle je vais pouvoir me réfugier, quoi. Ça fait partie du jeu, de la permanence, en fait. Il n'y a pas d'état opposé, quoi. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a plusieurs, en vous écoutant, il y a plusieurs façons d'envisager, j'ai l'impression, cette tension. Tu disais, Isabelle, on peut être inconfortable et heureux. France, tout à l'heure, tu parlais de la tension entre le côté matériel et le côté plus spirituel ou moral. Justement, est-ce que tu penses que l'entreprise a un rôle à jouer dans cette recherche de sens, ou par rapport au sens au travail? Oui, je crois que je partage ton constat, Mathilde. Même dans le chat, je vois que le sujet remonte, en fait, cette tension entre le confort matériel et puis, alors c'est formulé de façon différente, mais ça peut être la souffrance psychologique ou les valeurs, j'ai vu dans le chat. Et sur cette question-là, je crois qu'il y a un sujet majeur qui, pour moi, est même central au XXIe siècle pour les entreprises. Je m'explique. En fait, l'entreprise, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 2 siècles, a été pensée comme une institution dont la seule vocation est de produire des bénéfices, produire du progrès matériel de l'entreprise. Alors, elle est questionnée par, tout le monde est au courant, Grégoire l'a rappelé en introduction, par des défis écologiques et des défis sociaux. Et ce qui met tous les travailleurs engagés dans une entreprise, dans une posture assez délicate, entre des enjeux éthiques d'un côté, et en même temps, je contribue à faire du mal à ces enjeux éthiques, sociaux et écologiques. Alors ça, les entreprises l'ont bien compris, elles n'ont pas attendu pour s'en rendre compte, et ça fait plusieurs décennies qu'elles investissent dans ce champ que j'appelle un peu moral. Donc on voit la RSE se développer, l'entreprise à mission, la raison d'être. Mais même si elles investissent un petit peu dans ce marketing green ou des petits pas vers un peu plus de vert, j'ai envie de dire, on voit bien que la tension persiste au sein de ces entreprises. 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui qui est bien connu de l'entreprise Danone, où le patron Emmanuel Faber, alors qui est parfois critiqué, mais avait lancé un ambitieux programme pour transformer son entreprise et qu'elle soit plus respectueuse écologiquement et socialement parlant. Mais finalement, ce patron a été mis à la porte par les actionnaires parce que les actionnaires estimaient qu'il n'y avait du coup plus assez de rendement financier. Donc on voit bien un exemple de cette tension. Et un autre exemple qui est une citation, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, mon idole, le patron du MEDEF, qui, dans une interview il y a 15 jours, disait lui-même qu'en fait, le cerveau, donc je cite, le cerveau du patron d'entreprise, est pris entre son intérêt de commerçant et son intérêt de citoyen, parce que derrière l'entreprise, on a bien des personnes et des salariés, mais aussi des patrons qui eux-mêmes ressentent cette tension et qui, pour moi, est un enjeu principal. Alors, comment, oui, c'est un enjeu principal, retrouver du sens au travail, c'est-à-dire faire du bien à la planète et à la société et pas juste faire du bien
au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est contradictoire. Et comment avancer dans ce sens-là? Je crois qu'il faut changer la gouvernance des entreprises. Par exemple, je pense et je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je pense par exemple qu'on devrait faire siéger la nature au conseil d'administration. On devrait avoir un représentant des forêts, on devrait revoir un représentant des animaux qui prennent les décisions avec les commerçants qui dirigent l'entreprise. Mais bon, ça n'existe pas. Et donc, en attendant que cette entreprise un peu idéale existe, eh bien, malheureusement, c'est un peu à chacun de résoudre cette tension entre spirituel et matériel. Et ce n'est pas facile à gérer. Et c'est là où moi, potentiellement, j'aurais quand même finalement peut-être envie d'appeler un coach pour qu'il m'aide sur cette question-là, malgré tout ce que j'ai pu dire sur les coachs. Ok. Effectivement, tu nous diras si tu es allé voir un coach ou pas à France. En tout cas, moi, je trouve que cette question de la tension, des tensions, que l'inconfort, quand on observe l'inconfort, ces tensions qui émergent. Isabelle, je crois que j'aimerais bien éventuellement que tu puisses revenir sur cette notion d'injonction dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais d'injonction et de tension entre le système et les intentions qu'on peut avoir au sein d'un collectif. Tu parlais par rapport à la coopération, mais peut-être qu'il y a d'autres exemples, d'autres cas que tu peux évoquer par rapport peut-être à l'inclusion, d'autres expériences que tu as eues. Alors, je me demande si tu fais allusion, semble dire, à quelque chose qu'on a évoqué ensemble et que j'ai oublié ou si En tout cas, je trouvais que l'injonction par rapport à la coopération était vraiment intéressante et il me semble que tu nous as parlé aussi d'une injonction à faire de l'inclusion dans les entreprises sans forcément bien arriver et être dans une tension entre le système et les intentions, même des bonnes intentions qu'on peut avoir. Ça me semble être un autre exemple des tensions qui sont à l'œuvre sur ce sujet. Oui, qu'est-ce qui peut mettre en inconfort, effectivement, entre ce à quoi, dans les organisations, un certain nombre d'individus aspirent. Et effectivement, sur la fresque de la diversité, ce à quoi j'ai pu être confrontée avec certaines équipes, c'était de dire, mais c'est génial, nous, on est trop partants pour déployer la fresque de la diversité, faire en sorte que chacun et chacune puisse prendre conscience de ses biais, de ses préjugés, puisse les déminer et réfléchir à des actions à mettre en œuvre pour favoriser une meilleure inclusion. Et en même temps, au niveau de la direction, je me demande si ça, c'est pas juste du social washing qu'on est en train de faire. On va payer, on va déployer X fresques auprès de nos équipes. Et puis finalement, après ça, qu'est-ce qui va se passer réellement, quoi. Et du coup, cette tension entre des super intentions au niveau individuel et finalement des injonctions qui sont imposées par le système, donc soit par l'entreprise à développer ses bonnes intentions, mais sans vraiment donner les moyens pour qu'elles aboutissent. Je trouve que ça, là, on rejoint la question de l'éthique, des valeurs, et du coup, comment on bascule de l'inconfort à la souffrance. Parce que les DRH avec lesquels j'échangeais, on n'était pas loin de la souffrance, de se dire, mais nous, on a vraiment envie de faire avancer les choses, on a vraiment envie que ces questions-là soient mises sur la table et qu'on accepte cet inconfort, qu'on recrute vraiment différemment et qu'on se donne ces moyens-là. Et en même temps, on n'est pas sûr, alors que l'injonction vient d'en haut, qu'on sera suivi par celles et ceux qui nous l'imposent, quoi. Et c'est là où c'est plus subtil encore, parce que en fait, les chefs, entre guillemets, diront, si, bien sûr, nous, on veut faire la diversité et l'inclusion. Et en même temps, je ne vais pas cracher dans la soupe et dire ce qu'on fait à la place de la diversité, ça ne marche pas. Mais c'est quand même juste un outil de sensibilisation et ça ne va pas changer la politique inclusion de l'organisation, quoi. Après ces prises de conscience individuelles, comment on fait pour vraiment aller un pas plus loin et du coup, je trouve que là, il y a une tension entre c'est ça, l'individu, sa volonté individuelle de vraiment faire changer les choses et contribuer, et en même temps, un système qui lui impose possiblement ce changement, mais qui ne lui en donne pas les moyens. Et donc, ça regroupe ce que tu disais sur la coopération, où on demande dans les entreprises à être beaucoup plus dans la coopération, et il ne suffit pas de le dire, mais d'accompagner les gens à réaliser vraiment cette coopération. C'est ça que tu disais. Qui n'est pas du tout réflexe.
Et souvent, effectivement, on part de l'injonction. Mais oui, il faut coopérer, mais oui, il faut travailler en équipe, mais oui, il faut de la cohésion, mais il faut casser les silos. Et en fait, il y a des tas de séminaires qui se mettent en place où on paye des consultants des millions, enfin, je ne sais pas combien, mais si peut-être même des millions à l'échelle globale, macro, pour faire travailler les équipes ensemble. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Enfin, spontanément, on a des réflexes qui sont quand même... et on est dans une société individualiste, après, pour le pire et pour le meilleur, mais quand même, moi, je trouve qu'on a du mal à prendre en compte qu'on est fondamentalement dans une société individualiste, donc à confier ce qu'il faut de responsabilité aux individus, parce que c'est ça le beau de l'individualisme, quoi. Et en même temps, de dire, bah oui, mais comment on fait pour finalement être en capacité de à nouveau œuvrer pour l'intérêt collectif. Et ça, dans beaucoup malheureusement des collectifs que j'ai rencontrés, on rêve tous de ce collectif-là, mais en fait, on est quand même très ancré dans cet individualisme, malgré nous, malgré nos bonnes intentions, et on a du mal à dépasser nos intérêts individuels pour vraiment œuvrer à un intérêt général qui nous dépasse et qui fait que, possiblement, pour atteindre cet intérêt général, on doit se mettre au niveau individuel en inconfort et pas en souffrance. Merci Isabelle, effectivement c'est intéressant cette notion de souffrance et d'inconfort. Je pense que ça peut répondre aussi à vos réflexions que vous faites dans le chat justement tout à l'heure, où c'était qu'est-ce qu'on appelle un confort, finalement une situation inconfortable. Et pour poursuivre justement cette réflexion, Isabelle et France, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser aux spectateurs ou des ressources que vous aimeriez partager pour qu'on continue à creuser ce sujet après le webinaire? Le premier, Isabelle ou France, je vous laisse la parole, à vous de... Moi, pour rebondir à une remarque qu'a fait France, attention quand tu disais bon, peut-être que j'aurais besoin d'un coach. Non, en fait, j'avais envie de vous partager cette ressource-là qui s'appelle Éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre. Bon, ça fait un peu flipper comme ça, mais, c'est l'éco-psychologie, c'est une façon de recréer du lien et de renouer cette espèce de stress individuel très profond face aux catastrophes climatiques qui arrivent, la perte de sens justement, et de se dire, les désespoirs à titre individuel vis-à-vis d'une situation qui nous dépasse de façon vraiment macro, et voilà, et nous, quoi, à titre, enfin voilà, comment on réconcilie notre désespoir avec, comment dire, c'est pas comment, on va pas, j'ai du mal à exprimer. Enfin, en tout cas, c'est retrouver du sens et sortir de son désespoir individuel quand on voit les catastrophes qui s'annoncent. Et c'est des approches qui ont été développées, c'est très New Age, les premiers ateliers ont été développés par Joanna Macy dans les années 70, mais en même temps qui sont hyper puissants et hyper aidants, je trouve, quand on est dans cette perte de sens. L'approche de l'éco-psychologie, c'est une petite ressource à partager. Donc, si vous devriez pouvoir trouver des ateliers auxquels participer et comment on recrée sa propre connexion et comment on essaye de faire revivre son lien à la Terre et à la nature avec un grand N pour retrouver du sens là-dedans. Merci Isabelle. France, est-ce que tu as des questions à poser à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, ou des ressources que tu aimerais... Oui, je crois que, et ça va faire le lien avec des termes peut-être un peu différents, mais avec ce qui vient d'être dit, moi, la grande question que je pose aux individus qui travaillent comme aux entreprises qui font travailler, c'est pourquoi on travaille. Pourquoi on travaille, et je crois que c'est dans la réponse à cette question qu'on va trouver les clés en quelque sorte pour trouver du confort d'une façon ou d'une autre. Et en termes de ressources, eh bien, j'ai envie de vous présenter ça, qui est un livre virtuel parce qu'il n'est pas encore sorti, mais qui est un livre que j'ai eu la chance d'écrire aux éditions Duno et qui s'appelle Apocalypse Work, qui sortira le 6 avril chez Duno et qui traite de cette question du sens du travail.
Alors, Apocalypse Work, le nom est facile à retenir, donc, mais ce n'est pas dans le sens effondrement, enfin, ce n'est pas que dans le sens le travail génère un effondrement, c'est aussi l'apocalypse au sens religieux du terme, c'est-à-dire l'avènement d'un monde meilleur. Et donc, comment faire en sorte que notre travail individuellement ou en tant qu'entreprise contribue non pas à l'effondrement de la planète, mais à un monde meilleur. Super, merci France pour cette ressource à venir. On vous les partagera et puis on en ajoutera d'autres aussi dans le compte-rendu pour que vous puissiez voilà, continuer à creuser ces thématiques, vous poser des questions à titre individuel ou voilà, dans les collectifs auxquels vous appartenez. Grégoire, est-ce que je te laisse la main pour la conclusion ? Oui, carrément, merci. Alors, je vais faire une petite conclusion en 2 temps. Le premier temps, ça va être d'essayer un petit peu de résumer toutes les contributions. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous pour vos contributions dans le chat. On fera une restitution un peu plus structurée, parce que là, du coup, c'est un peu improvisé, et vos contributions n'étaient pas du registre auquel on s'attendait. Mais du coup, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, pardon pour celles que je ne retiens pas dans ma restitution, mais il y a un certain nombre de questions qui avaient trait à est-ce que c'est vraiment une bonne idée de distinguer entre le prisme individuel et le prisme collectif, et que je relie à la question aussi qui a été posée au tout début, qui est en fait qu'est-ce qu'une situation inconfortable, et je me demande si ça n'est pas lié au fait que en fait, quand on parle d'inconfort, il y a une dimension plus ou moins objective qui est liée aux conditions matérielles du confort, etc., et qui peut faire l'objet d'une négociation, etc., dans l'entreprise. Mais il y a aussi une dimension qui est éminemment subjective, parce que quand on parle d'inconfort, on parle à la fois des conditions d'inconfort, on parle à la fois d'une situation, et on parle aussi de sentiments, enfin d'émotions, quoi, de ressenti. Donc forcément quelque chose de subjectif, et forcément quelque chose qui va être différent selon les individus. Et donc quand on parle d'inconfort au travail, il y a tout un ensemble de questions, voilà, qui sont liées à ça, qui sont liées à en fait, comment on peut prendre en compte toute la diversité des situations individuelles, y compris au sein d'une même organisation. Enfin, voilà, je résume assez grossièrement, mais je pense qu'une partie du questionnement venait de là. Il y a des questions qui ont été posées directement aux intervenants et qui ont donné lieu à des discussions et à des réponses de certains participants. Du coup, je trouve ça génial. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que du coup, on le restituera aussi à l'issue enfin, après l'atelier, quoi. Autre chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que le concept d'inconfort, en fait, était effectivement beaucoup relié à la question des valeurs, la question du sens, la question de l'éthique, la question de la morale, la question des rêves, la question de l'estime qu'on peut avoir de soi. Et, voilà, et c'est le décalage entre ce qu'une situation nous permet de faire et ce qu'on se fixe comme éthique, qui a l'air, pour pas mal de participants, c'est ce décalage-là qui a l'air d'être un élément important. Et puis, dernier point qui m'a pas mal interpellé dans les interventions sur le chat, c'était toutes les personnes qui ont répondu à la question de quel changement ça a opéré en vous de faire face à cette situation inconfortable. En gros, un peu quelles opportunités vous avez réussi à y trouver. Et le truc qui m'a pas mal marqué, c'est que on retrouve un petit peu l'idée du cocon que je mettais en introduction, et qui est de dire, en fait, ça a été potentiellement très dur pour certaines personnes, mais à l'issue de cette phase très difficile, j'y ai trouvé quelque chose qui m'a aidé à grandir. En tout cas, voilà, plusieurs personnes qui ont répondu des choses qui sont de cet ordre-là. Donc voilà pour la première partie de ma conclusion, et je suis désolé du coup pour la piètre qualité de cette restitution. Et la deuxième partie, c'était un petit truc que je vous avais préparé en amont, si ça vous intéresse. C'est un petit extrait sonore qui dure 2 minutes, qui est la lecture d'un extrait d'un livre de philo d'une philosophe américaine qui s'appelle Donna Haraway, et qui a écrit un livre sur le trouble, et que je trouve super intéressant parce que justement, tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'interventions dans le chat qui étaient liées à ça. C'est que en fait, la zone de confort parfois se confond avec la zone d'inconfort, ou parfois la zone de confort elle change complètement. Et en fait, les frontières entre confort et inconfort sont amenées à évoluer chez une personne, et puis d'une personne à l'autre, c'est jamais la même chose. Et du coup, je trouve que le concept de trouble est hyper intéressant pour ça. Et donc, je vous partage
cet extrait et faites-moi signe si vous n'entendez pas. Hein. Trouble est un mot intéressant. Il vient d'un verbe français du XIIIe siècle qui signifie remuer, obscurcir, déranger. Nous vivons des temps perturbants et confus, des temps troublants et troublés. Et quand je dis « nous », je veux dire tout le monde sur Terra. Devenir capable d'y répondre, ensemble, dans toute notre insolente disparité, telle est la tâche qui nous incombe. Les temps confus débordent de peines et de joies avec leurs motifs largement injustes, avec des destructions inutiles de ce qui accourt et des résurgences nécessaires. Nous devons créer de nouvelles parentés, des lignées de connexions inventives. Nous devons apprendre ainsi, au cœur d'un présent épais, à bien vivre et à bien mourir, ensemble. Il nous faut semer le trouble, susciter une réponse puissante à des événements dévastateurs. Nous devons aussi calmer la tempête et reconstruire des lieux paisibles. Lorsque l'heure est à l'urgence, pour bon nombre d'entre nous, la tentation est forte de remédier au trouble en nous efforçant de rendre sûr un futur imaginaire, en stoppant l'arrivée de quelque chose qui plane sur l'avenir, ou en faisant table rase du passé et du présent afin de préparer les lendemains des générations à venir. Vivre avec le trouble n'implique guère une telle relation à ces temps que l'on nomme futurs. Il s'agit plutôt d'apprendre à être véritablement présent, à être davantage que de simples pivots évanescents entre un passé, affreux ou édénique, et un avenir, apocalyptique ou salvateur, à être des bestioles mortelles, entrelacées dans des configurations innombrables et inachevées de lieux, de temps, de matières et de questions, de significations. Voilà, c'est tout. Merci Grégoire pour cette belle synthèse et ouverture. Je remercie aussi Mathilde d'avoir co-animé les échanges, Isabelle et France pour leur rapport sur ces questions. Comme vous l'avez compris, l'idée de ce soir, ce n'était pas de répondre noir ou blanc, mais voilà, de vous amener vous aussi à vous questionner sur ces questions de confort, inconfort, et notamment dans la sphère professionnelle. Beaucoup de réflexions. J'espère que ça va nourrir votre soirée et potentiellement pour ceux qui en ont des dîners de Saint-Valentin. Ça sera toujours des sujets de discussion à aborder qui pourront nourrir vos échanges pour ceux qui n'ont plus rien à se dire. En tout cas, voilà, on vous fera un compte-rendu, donc on partagera la vidéo pour ceux qui veulent revenir sur certains aspects ou ceux qui veulent le partager à leur réseau. Et puis, on mettra d'autres ressources. On vous fera aussi ce que Grégoire a fait à l'oral. On le rédigera pour vous faire une synthèse aussi des échanges que vous avez mis dans le chat. Est-ce que Mathilde, Grégoire, Isabelle, France, vous voulez dire quelque chose d'autre avant qu'on clôture ce webinaire ? Non, mais moi, j'avais du coup d'autres ressources sur de type être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Et du coup, comment sortir de... Et oui, en fait, on se rend compte que un des participants l'a mis... Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences où effectivement le fait de dire c'est difficile, mais ça m'a apporté vachement de choses. Et c'est clair que malheureusement, c'est souvent les expériences les plus douloureuses ou sur le coup complexes qui finalement sont les plus apprenantes. Et voilà, après j'avais d'autres ressources, mais comme ce n'est pas forcément le sujet qu'on a abordé, je laisse la parole à France. Quelle bibliothèque tu as, Isabelle? Mais on m'a mis la pression en me disant qu'il faut partager des ressources. J'avais déjà la réponse à tout. Être heureux, ce n'est pas forcément être confortable. Non, moi, je voulais vous remercier beaucoup. Voilà, les contributions, l'animation, les commentaires. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Pour ma part, je la passe à distance, que je trouve très confortable, je dois dire. Merci, France. Mathilde et Grégoire, si vous voulez ajouter quelque chose. C'est le moment.
Écoutez, moi, je vous remercie tous. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je te remercie en particulier, Pauline, pour aussi cette co-animation. Et voilà, c'est la deuxième fois qu'on prépare des webinaires ensemble et je trouve que c'est très, très riche. Merci aux intervenants, aux questions, aux participants. Et puis voilà, c'était un bon moment. Merci, Mathilde. C'était trop court, nous disent les participants sur le chat. Ah. Et oui, on sait, c'est des sujets, on pourrait en parler pendant des heures, mais justement, on vous partagera aussi les ressources pour aller creuser, et puis aussi peut-être les autres actions, les autres événements qu'on organise les uns et les autres qui peuvent peut-être permettre d'aller creuser ce sujet-là de différentes manières, pas forcément pile poil sur ces thématiques d'inconfort et confort, mais en tout cas d'aller se questionner, continuer à se questionner sur ces dynamiques collectives. Donc on vous partagera aussi ça dans le compte rendu et dans le mail de feedback. Merci à toutes et tous, très enrichissant, encore une belle soirée, et on se retrouve tous dans le compte rendu avec tout ce qu'on vient de partager. Merci pour votre présence et très bonne soirée à tout le monde.